Bonjour à tous, bienvenue dans le 1245. Vulgariser le code du numérique, c'est l'un des nombreux défis que compte relever la 8e mandature de l'ODEM. Le nouveau bureau a été installé le 24 mai dernier à Cotonou pour un mandat de 3 ans. Les pesticides chimiques sont une menace pour l'environnement et la santé. Face à la demande bio, les producteurs se tournent vers les alternatives pour une production saine et naturelle. C'est l'un des ingrédients les plus utilisés en cosmétique. Le beurre de karité est apprécié pour ses propriétés dermatologiques. Une esthéticienne en revient dans cette édition sur les bienfaits du beurre de karité. La floraison de médias en ligne préoccupe l'Observatoire de déontologie et de l'éthique dans les médias. La 8e mandature de cet organe de régulation veut baser ses actions sur la gestion des médias numériques et leur régulation. Même si les sanctions pour non-respect des tests qui régissent le code du numérique ne sont pas incluses dans le code de l'information et de la communication, ils interpellent non seulement les journalistes, mais aussi le citoyen lambda. La 8e mandature de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, ODEM, nouvellement installée, s'affirme et prend ses marques autour de la gestion des médias numériques. Le numérique s'en va être une gangrène, non seulement pour notre démocratie, mais pour l'ambiance socio-économique et politique de notre pays. C'est pour ça que nous avons pris le numérique comme étant notre premier chantier de bataille afin d'aller à la sensibilisation. Les gens ne connaissent pas la loi. Les gens pensent que quand on a un peu de mots dans son portable, on peut se permettre de raconter des insanités et de salir les gens, de diffuser des photographies comme l'on veut, d'attenter à la vie privée des gens comme l'on veut et que tout est permis sur le numérique. Non. Un défi salué par les acteurs de la presse béninoise. Le choix de cette ambition s'explique par de nombreuses raisons. Les journalistes en ligne et même les journalistes non en ligne sont portés à positionner leur réalisation sur les médias numériques. À partir du moment où la presse classique investit le champ du numérique, il y a le code du numérique qui s'applique à elle en termes de loi, en dehors donc du code de l'information. Il est donc impérieux pour les professionnels des médias de connaître et de maîtriser les contours de la législation en vigueur en ce qui concerne le secteur du numérique sur les médias. Tout le monde devient journaliste. Vous avez quelqu'un qui a son portable Android devient journaliste. Et du coup, même les journalistes à un moment donné tombent dans ce piège. C'est qu'on se permet de partager les informations à n'importe qui et on le fait parce qu'on pense qu'on fait bien son travail. Alors qu'en réalité, il y a une loi désormais. Je pense qu'aujourd'hui, si cette mandature arrivait à relever ce défi, ce serait un coup de maître. Et pour réussir ce challenge, l'apport et la contribution des professionnels des médias s'avèrent indispensables. En tant que journaliste, cela appelle une certaine responsabilité de ma part. C'est-à-dire que je ne dois plus me permettre de partager n'importe quoi et tout sur les réseaux sociaux parce que, en réalité, en tant que journaliste, je suis censé apporter la bonne information et faire bien mon travail. Aux journalistes qui collectent l'info, dont le métier est de collecter, de traiter et de diffuser l'information, de mieux cerner le cadre législatif et juridique d'exercice de leur métier et donc de pouvoir être protégés par ces instruments-là qui nous régissent désormais. Signalons que la 8e mandature de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias est constituée de 13 membres. Pendant les 3 années à venir, l'équipe que dirige Éric Sounouvi aura pour mission de faire observer par les journalistes les règles de déontologie et de l'éthique qui régissent la profession et de défendre la liberté de la presse.
Des alternatives aux pesticides existent. Les pesticides sont des substances utilisées pour lutter contre les organismes considérés comme nuisibles et qui envahissent les champs. Mais le contexte change et la demande bio n'a jamais été aussi forte. Du coup, les paysans sont nombreux à se reconvertir. Plusieurs autres raisons poussent à adopter de nouvelles méthodes pour préserver les cultures. Amandine Aniamboussou. 50% de la production agricole est perdue chaque année avant ou après la récolte dans le monde. Pour protéger les cultures des bioagresseurs nuisibles, les paysans font recours aux pesticides. Les pesticides, c'est des produits qui sont élaborés pour contrôler ou tuer les pestes, c'est-à-dire les insectes. Si vous entendez cide, ça veut dire que ça tue. Et parmi ces pestes, nous avons les insectes, nous avons les champignons, nous avons toutes sortes d'insectes qui peuvent vraiment endommager la culture. En plus de tuer l'espèce visée, les pesticides chimiques de synthèse peuvent contaminer et tuer les autres acteurs de la chaîne alimentaire. Donc aujourd'hui, en tuant les pesticides, on dégrade, on tue la vie microbienne du sol. Or, sans la vie microbienne du sol, il ne peut pas avoir de bons rendements. Il peut y avoir l'agriculture. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de paysans constatent que nos terres sont très pauvres de jour en jour. Il y a beaucoup d'études qui ont démontré que les pesticides étaient néfastes pour la santé. Il y a des problèmes de cancer, il y a des problèmes de diabète, il y a des problèmes de fibrome. Il y a plusieurs maladies quand même qui sont à la base de l'utilisation des pesticides. Même dans les vallées, les zones humides, on rencontre des personnes qui vont déverser ces herbicides dans les zones humides, disant qu'ils veulent contrôler les herbes. C'est une aberration totale. Vous voulez planter sur un terrain et le terrain est déjà contaminé par les herbicides. Qu'est-ce que vous voulez récolter pour l'homme? Sans une terre en bonne santé, on ne peut pas avoir des récoltes qui vont servir à la nutrition ou à l'alimentation humaine. Même à l'alimentation animale, ce n'est pas possible. Pour changer la donne, des solutions existent et se multiplient afin de réduire l'usage des pesticides chimiques de synthèse. Nous avons l'huile de Nîmes, nous avons les feuilles de Nîmes, nous avons les graines de Nîmes. À part cela, on peut ajouter cela le savon coton pour finir la solution, puisque l'huile de Nîmes, on le fait dans une solution, on le mélange à de l'eau, que ce soit et les feuilles de Nîmes aussi on les utilise, mais aussi nous avons le gingembre, nous avons l'ail, nous avons le tabac et nous avons la cendre. Nos paysans savaient faire la rotation des cultures. Nos paysans savaient faire l'association des cultures. Il y a même les luttes étagères. On connaît tout ça. Si cette semaine de recherche d'alternatives pour les pesticides peut vraiment inspirer nos autorités, nos décideurs à regarder au niveau local ce qui est utilisé, moi je pense que ça peut enrichir notre économie parce que nous allons utiliser de moins en moins ce qui nous vient de l'extérieur et qui nous coûte vraiment excessivement cher. Cultiver sans pesticides chimiques de synthèse, c'est bien possible. La règle fondamentale de l'agriculture est de respecter les écosystèmes naturels et de penser agronomie plutôt que chimie. Le beurre de karité est une substance comestible extraite des fruits d'un arbre poussant dans les forêts arborées et dont le nom signifie vie en langue mandingue. Connu pour ses propriétés cosmétiques, le beurre de karité intervient dans la résolution de plusieurs maux corporels et est l'un des produits les plus utilisés pour l'entretien du corps. Ses propriétés font qu'il entre aujourd'hui dans la composition de nombreux produits cosmétiques. L'esthéticienne Espera Singbo revient ici sur les bienfaits du beurre de karité. Elle est au micro de Rebecca Adjinako. Le beurre de karité est un produit qui a plusieurs vertus que nous utilisons pour plusieurs problèmes de peau. C'est un hydratant, ça contient des vitamines D, E, F et c'est un assouplissant. Et ça hydrate la peau, les peaux sèches, pour ceux qui ont des peaux sèches, c'est un hydratant. Le beurre de karité a plusieurs vertus, comme après des rasages, vous pouvez utiliser du beurre de karité. Vous avez mal quelque part, vous pouvez mettre du beurre de karité. Pour les éruptions cutanées, vous pouvez utiliser du beurre de karité. Et les mamans enceintes, vous pouvez utiliser du beurre de karité sur votre ventre pour empêcher des vergetures de se former.
Vous pouvez également utiliser du beurre de karité pour les peaux desséchées, pour les pieds crevassés et pour protéger la peau contre le soleil et pour le massage. Au Mali, le gouvernement va introduire une taxe de 0,2% sur toutes les importations admissibles pour financer le budget de l'Union africaine. Un projet de loi instituant le prélèvement de l'Union africaine en territoire malien a été adopté vendredi 24 mai dernier en Conseil des ministres. Le Mali rejoint ainsi une vingtaine de nations ayant déjà adopté la mesure. Les pays d'Afrique australe, avec à leur tête l'Afrique du Sud, continue de résister, rejetant d'emblée la mise en vigueur de cette taxe sur le territoire. Selon les estimations, cette nouvelle orientation fiscale, si elle venait à être implantée dans les 54 pays africains, pourrait générer jusqu'à 1,1 milliard d'euros par an, soit environ 650 milliards de francs CFA. Au Kenya, le programme de logements sociaux du président Uhuru Kenyatta a attiré plus de 30 milliards de dollars, soit environ 15 000 milliards de francs CFA d'offres d'investissement. Les investisseurs sont optimistes au sujet de ce projet. Le président Kenyatta souhaite bâtir près de 1,8 million d'unités de logement dans le pays d'ici les 5 prochaines années. Au total, environ 800 000 maisons devraient être construites selon le modèle de partenariat public-privé et 200 000 dans le cadre d'un programme social. Ce sera tout pour cette édition. Merci de préférer BB24.